Chaîne échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie du champion du monde, Tigran Petrosyan, joué en 1953 face à Octavio Troianescu. Et dans cette partie, nous allons souligner ou vous montrer, si jamais vous n'êtes pas au courant, l'une des grandes particularités du style de ce champion du monde, c'est évidemment le sacrifice de qualité. Donc Romu, dans cette partie, les Blancs ont voulu jouer de façon assez passive, on va dire, au début, ou en tout cas assez tranquille, on va dire. Oui, ils ont choisi de lutter contre la sicilienne par ce qu'on appelle l'attaque est-indienne, donc caractérisée par les premiers coups E4, cavalier F3 et D3 sur à peu près tous les systèmes, sur toutes les variantes de la sicilienne. L'idée étant de jouer, comme son nom l'indique, une défense est-indienne à couleur inversée. Donc là, c'est ce qu'on voit avec le développement du fou sur G2 et le cavalier sur D2. Les noirs ont beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choix possibles pour choisir un développement hyper normal. Là, Petrosyan a choisi de mettre son pion donc sur D6 et son fou en G7, ce qui est complètement naturel. L'idée de mettre le fou en G7 contre les systèmes fermés contre la sicilienne, c'est de justement profiter que les blancs n'aient pas mis un pion sur D4 pour s'emparer du contrôle de cette case. Donc c'est l'idée de mettre le fou sur G7, d'assurer un meilleur contrôle du centre. Et bien sûr, le fou C8 peut éventuellement sortir si besoin. Donc là, les Noirs ont décidé de jouer E6. Donc ça, c'est lié à ce que je viens de dire. L'idée étant de libérer, de laisser la diagonale du fou G7 ouverte, de façon à mieux contrôler la case D4, et donc de développer le cavalier non pas sur F6, mais sur E7. Donc petit roc, cavalier GE7. Et là, les Blancs ont joué tour E1, qui est un coup standard dans cette ouverture. L'idée étant de ramener le cavalier sur F1. Parfois, on voit des choses après avec H4, le cavalier passe sur H2 et saute sur G4 pour essayer de monter une attaque sur l'aile roi. Donc c'est comme ça que ça se joue en général, et de toute façon, le coup tour 1 est assez naturel. On développe une tour et on soutient le pion E4, on se met en face du roi. Bon bref, c'est un coup complètement normal. Donc Petrosyan rock. Les blancs Troianescu jouent C3. Donc bon, c'est un coup normal. On essaye d'un peu emmurer l'action du fou G7. On contrôle un peu mieux la case D4. Éventuellement, on peut préparer justement la poussée D4. Parfois, il y a même des idées avec A3, B4. Alors, là, c'est un peu plus discutable, mais ça peut arriver dans certaines positions. Bon, bref, le coup C3, c'est un coup, encore une fois, complètement normal qui appartient à la position et au système en général avec les blancs. Ouais. De manière générale, de toute façon, dans ces systèmes blancs, c'est assez rampant, quoi. On ne crée pas immédiatement de conflit, et donc on est souvent amené à faire évoluer la structure de pion. D'ailleurs, ça va être le cas dans cette partie aussi. Donc ce sont vraiment des débuts très calmes, mais surtout très souples, finalement. Ouais, complètement. Ok. Et donc là, ce qui reste à faire pour les noirs, c'est de savoir de déterminer l'avenir du fou C8. Et Petrosyan a choisi de jouer B6. Donc un autre plan qui aurait pu venir à l'esprit, c'était de développer la tour sur B8 pour préparer une attaque sur l'aile dame avec B5 et B4. Ça, ce sont des choses qu'on voit régulièrement dans les siciliennes fermées, avec l'idée justement de s'en prendre au pion C3, d'ouvrir la colonne B, et justement avec le fou G7 qui tape sur ce pion C3, essayer de trouver du contre-jeu, parfois la dame qui peut arriver sur A5 aussi, pour monter du contre-jeu sur l'aile dame. Ouais, c'est aussi un plan thématique, pardon, je te coupe. C'est aussi un plan thématique dans l'anglaise, et finalement, une sicilienne qui n'est pas ouverte, ça va très très probablement ressembler à une anglaise on ne peut plus classique, quoi. Donc effectivement, tour B8, B5, B4, ça semble hyper naturel. Et alors, pourquoi est-ce que Petrosyan décide de jouer B6, qui a l'air un petit peu plus timide comme ça au premier abord?
Ouais, mais en fait c'est assez malin. L'idée étant d'exploiter un peu l'affaiblissement des cases blanches, notamment du pion D3, puisque par l'avancée du pion en C3, le pion D3 se retrouve sans protection, et le fou est parti sur G2. Donc le pion D3 est vraiment, il n'est pas protégé pour l'instant, et donc l'idée étant de développer donc le fou sur A6 et de taper sur la case D3 pardon, qui a été affaiblie. Mhm. Donc c'est assez intéressant de voir la façon de Petrosian d'utiliser des petits détails. On a l'impression que chacun se développe à sa manière dans son camp et, comme tu l'as dit, de façon rampante. Et en fait, avec B6, il pointe du doigt l'inconvénient du coup C3, qui est pourtant un coup normal, mais il montre encore une fois que chaque coup a une idée et un inconvénient, et donc l'affaiblissement de la case D3 est cet inconvénient que Petrosian va essayer d'exploiter. Ok, donc Troianescu continue son développement on ne peut plus classique, et donc l'idée fou A6. Alors on pourrait se dire comme ça, de façon un peu légère, que le fou A6 tout seul ne fera pas grand chose, mais justement il n'est pas si seul que ça. Notamment l'une des idées qu'on peut exploiter, j'ai le souvenir moi-même d'avoir fait ça lors d'une partie que j'avais jouée dans un tournoi international à Belgrade, cette idée avec cavalier E5. L'objectif tout simplement, c'est que en cas d'échange des cavaliers, on va reprendre avec le pion D, ce qui n'est pas forcément naturel, on se double les pions, mais on va ouvrir une colonne semi-ouverte face à ce pion D3, le fou va participer aussi, et il est très compliqué pour les blancs de défendre ce pion D3 à terme. D'ailleurs, dans la partie, Troianescu a sans doute eu peur de ce genre de situation, il a joué D4. Alors dans une partie un peu plus récente, on va dire, jouée en 85, un certain Hernandez a joué avec les blancs à 3, et Utazi, je sais pas comment ça se prononce, qui avait les noirs, a joué justement cette fameuse idée avec cavalier E5, et voilà, ça illustre parfaitement. En cas d'échange, comme je viens de le dire, D va nous donner un jeu énorme contre le pion D3 qui est, qui est bloqué. Il est plus que bloqué, quoi. Il est définitivement fixé, voilà, sur la case D3. Il y a le fou G7 qui surveille aussi. Bref, cette faiblesse est définitive, et évidemment, si pour sauver ce pion on doit jouer C4, on va en plus affaiblir la case D4 et ainsi de suite. On n'est pas en train de dire que cette position se gagne les yeux fermés pour les noirs, mais très clairement les noirs ont l'initiative dans ce genre de situation. Et donc dans la fameuse partie Hernandez contre Utazi, après cavalier E5, il faut quand même prendre en compte le fait que deux pièces travaillent ensemble et attaquent les cases blanches, et le pion D3 en particulier. Les blancs ont décidé de jouer C4, mais désormais on ne comprend pas très bien quelle est la logique de la structure de pion des blancs, parce que non seulement le fou G7 retrouve de sa superbe, il n'y a plus de petits murets face à lui, mais en plus la case D4 est définitivement faible, ce dont les noirs ont pu profiter en jouant cavalier 7 C6, puis on se doute qu'après un échange de cavaliers, on aura un magnifique cavalier sur D4, on peut attaquer à l'aile dame avec B5, bref, cette stratégie de jouer fou A6 suivi de cavalier E5, elle est vraiment pertinente face à ce début rampant de la part des blancs. Ouais, complètement. C'est un système intéressant et qui pose des problèmes concrets aux blancs. Et on va voir que dans la partie, Troianescu a eu du mal à gérer justement ces problèmes pratiques. Et, bon, il a joué D4, qui est quand même le coup qui vient à l'esprit, puisque la menace étant cavalier E5. Donc Petrosian a pris en D4. Et là, le choix de Troianescu est quand même discutable. La réponse la plus naturelle était certainement la meilleure. C'était de reprendre avec le pion, ce que n'a pas fait Troianescu. Ça semble quand même normal de mettre deux pions au centre. Alors certainement, il a eu peur d'une invasion sur la colonne C, je sais pas, quelque chose... alors, il faut noter déjà que cavalier B4 ne marche pas, parce que c'est quand même le coup qui vient à l'esprit. On pourrait se dire cavalier B4 avec l'idée de taper sur la case D3 comme tout à l'heure. Là, il y aurait dame A4, qui est un peu pénible, puisque ça attaque le cavalier, et le fou A6 également. Donc si le cavalier bouge, le fou A6 serait sans protection. Ouais, il faut noter d'ailleurs que sans dame A4, les blancs seraient très mal. Donc, est-ce qu'il a raté ce coup-là ? Bon, je pense pas.
Mais en tout cas, c'est le coup cavalier B4, le coup très direct. C'est un coup qu'il faut avoir à l'esprit quand on a les blancs, parce que voilà, on a gagné le centre, mais de notre côté, il y a de l'espace qui s'est libéré derrière nos pions, et il faudrait pas que l'adversaire puisse en tirer profit, notamment en gagnant les cases D3 et C2, quoi. Donc ici, on peut parler, Romu, d'une partie très récente, qui date de 2007, entre les grands maîtres Amin et Mirosnitchenko. Mirosnitchenko a joué dame D7 dans cette position, alors ça permet de relier les tours et de poster la dame en direction des cases blanches, parce que très clairement la stratégie des noirs va être liée à ce contrôle des cases blanches, et la partie a continué entre guillemets normalement. Les deux joueurs se sont développés de façon très logique, fou E3, tour AC8, dame D2, D5, la structure se transforme, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure lorsqu'on parlait de souplesse et d'évolution possible des structures de pions. Ici, les noirs ont décidé de revenir vers une structure de française, et après E5, cavalier F5, fou F4, voilà, la partie est très complexe stratégiquement. On pourrait ici, pourquoi pas, envisager le coup F6, très thématique dans les structures de françaises, et ici, que le meilleur gagne en quelque sorte, hein. Oui, F6 c'est le coup quasi obligatoire d'ailleurs. Oui. Enfin, maintenant ou très vite, mais en tout cas, il faut redonner vie au fou G7 qui est emmuré par les pions D4 et E5. Et après F6, voilà, on rouvre la diagonale du fou G7, et du coup, on a le pion D4 dans le viseur déjà avec le cavalier C6, le cavalier F5, et bien sûr, tout ça c'est au prix de l'affaiblissement de la colonne. Sur la colonne E avec la case E5 et le pion E6, mais on ne peut pas tout avoir, hein. C'est toujours une question de compromis. Mais au moins, les pièces, le placement des pièces noires est amplement justifié, quoi. Les deux cavaliers et le fou tapent sur D4. Genre de position et de structure vraiment typique, très riche et très compliqué, quoi. Et du coup, très passionnant aussi. Bon, toujours est-il que notre ami Troianescu, dans cette position, il n'a pas voulu jouer pion prend D4. Il a préféré prendre du cavalier, et c'est peut-être le début de ses ennuis. Ouais, donc du coup, il abandonne le contrôle de la case E5. Donc, bien évidemment, Petrosian se fait un plaisir de placer le cavalier sur cette case, et donc de viser la case D3 et C4, donc les cases blanches, comme on l'a dit tout à l'heure. Et notamment donc, la case C4 d'ailleurs. Ouais. La case C4 dont on a parlé dans notre série sur la sicilienne. Au moment de la vidéo sur l'attaque à l'aile dame, si je dis pas de bêtises, on a souligné plusieurs fois que cet avant-poste en C4 était vraiment primordial dans la stratégie des noirs dans les siciliennes, et ici d'ailleurs on est revenu vers une sicilienne ouverte depuis que les pions D blanc et C noir se sont échangés. C'est une sicilienne ouverte. Oui, tout à fait, et on voit d'ailleurs que les pièces blanches sont placées bizarrement justement dans l'optique de jouer une défense sicilienne ouverte. Et la tour en 1, le cavalier en F1 notamment, et en fait la position blanche manque de perspective, et c'est ce qu'on va voir. Les prochains coups donnent l'impression que Troianescu n'avait pas de plan clair et défini, et joue un peu au coup par coup. Donc il a joué fou G5. Bon, il développe une pièce, on peut pas dire que c'est un mauvais coup, mais bon, c'est pas vraiment de cohérence avec les il n'y a pas de vision globale. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il a joué, Petrosian a joué H6, logique, il pose la question. Alors, dame A4, petit coup intermédiaire, B7, on s'affole pas. Là, il fait fou prend E7. Bon, dame prend E7. Donc maintenant, les noirs, on voit que les noirs possèdent la paire de fous. Et la structure de pion est assez souple, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on peut imaginer la case C4 aussi qui va arriver très rapidement aux mains des noirs, A6, B5 pour faire une sorte d'attaque de minorité sur l'aile dame. Enfin, le jeu des noirs a l'air de se dérouler assez facilement, tandis que les blancs vont avoir du mal de trouver un jeu intéressant ailleurs, quoi. Ouais, on est vraiment dans ce qu'on a essayé d'expliquer dans notre série sur la sicilienne, c'est-à-dire que si les noirs ne se font pas bousculer par un jeu très agressif de la part des blancs, tout simplement, les noirs ont de meilleures perspectives que les blancs, quoi, de façon générale, avec notamment le jeu typique à l'aile dame. Et là, on peut pas dire que les blancs se soient montrés particulièrement agressifs. Hein. Ouais. Non, ça c'est sûr. Ok. Et, donc il a joué tour D1. Tour D1, tour FC8. Développement, tour C8, bien sûr la colonne C, cavalier E3.
Et là, Petrosian donc joue tour C5. Ok. Donc, bon, c'est un coup qu'on peut comprendre au premier abord, puisque on vient de vanter les mérites de la colonne C, de la case C4 notamment. La tour peut être un peu multifonction sur la 5e rangée, la case A5, contrôle aussi le centre, on ne sait jamais, ça peut parfois être utile, ça permet B5. Parfois, elle peut même peut-être coulisser sur l'aile roi dans certains cas. Donc, on peut lui trouver pas mal de projets à cette tour. Il y avait une autre idée pour améliorer la position, c'était de jouer H5, avec l'idée d'offrir au fou G7 la case H6 notamment, pour essayer de le réactiver encore un peu plus et de lui donner encore un peu plus d'options. Bon, de toute façon, la position noire, on va pas la répéter, c'est clairement l'offre clairement plus de perspectives, et là, il suffit d'améliorer chacune de nos pièces pour avoir une meilleure position. Donc ok, il a joué tour C5. Ouais, bon, tour C5, en fait, c'est un coup thématique, on va dire, dans les siciliennes, mais là, c'est peut-être dans cette position concrète que c'est un petit peu douteux. On va voir d'ailleurs que, à cause de ce coup, les noirs auraient pu se retrouver en difficulté très prochainement, parce que la tour est un petit peu trop exposée, on va dire. Ouais. Donc ici, Troianescu se met enfin à jouer de façon agressive avec F4. Alors ça peut être critiqué un petit peu parce que tout à coup le roi devient un petit peu plus faible, notamment depuis qu'on a donné le fou de case noire. Attention à ce genre d'ouverture de diagonale à 7 G1, on va en reparler dans la partie. Voilà, on sent que jusqu'à présent les blancs jouaient un peu au coup par coup, tout à coup ils se mettent à attaquer. Il n'y a pas vraiment de cohérence dans la stratégie, même si la position est loin d'être désespérée pour les blancs bien sûr, mais voilà, ça manque un petit peu de cohérence, quoi. Ok, ici Petrosian a joué cavalier C6, et c'est peut-être le seul moment de la partie où on peut critiquer son jeu, parce que de façon très étrange, ici les blancs ont décidé de ne pas jouer cavalier B3, alors que ça semble un très bon coup. Oui, c'est assez bizarre de ne pas avoir joué ce coup, parce que ça attaque la tour, qui par le dernier coup des noirs, cavalier C6 se retrouve un peu bloqué, elle n'a pas de case de retraite sur la colonne C, et donc si elle se balade sur la 5e rangée, par exemple tour H5, après le coup E5 qui attaque le cavalier C6 et qui ouvre donc la diagonale du fou G2 et qui coupe un peu l'échiquier en deux et qui isole cette tour en H5, et là pour le coup on a du mal à comprendre un peu le placement de cette tour qui est un peu toute seule en H5. Après un coup comme si on D5, doit jouer D5, la tour là-bas est totalement perdue, perdue au sens elle est perdue dans la forêt, et les noirs n'ont absolument pas de perspective. Donc sans doute Petrosian avait-il prévu de sacrifier la qualité d'une façon ou d'une autre, mais nous on s'appelle pas Petrosian, donc on a eu du mal à trouver de quelle façon il avait prévu les choses. Par exemple, si B5, il y a le coup dame A3 qui peut paraître embêtant, le pion D6 clignote un petit peu, bref. Voilà, c'est un passage un peu étrange dans cette partie, parce qu'il semble que Petrosian n'ait pas très bien joué et que son adversaire n'ait pas saisi sa chance, quoi. Bon, ça peut arriver parfois sur un petit laps de temps, mais on vous rassure, c'est quasiment la seule erreur ou le seul coup douteux que les noirs ont fait dans cette partie, et à partir de maintenant, après le coup choisi par Troianescu, cavalier prend C6, le jeu de Petrosian va juste être parfait et exemplaire. Ouais. Okay. Donc après qu'il prend C6, évidemment fou prend, dame C2, tour D8, donc on développe la dernière pièce, on s'enlève de la diagonale du fou G2. Ça permet aussi de surprotéger D6 de façon à relever la dame de sa mission défensive, et pourquoi pas de venir la mettre sur B7 et souligner par exemple le point faible entre guillemets, le pion E4, voilà, qui, je reviens encore une fois à nos vidéos sur comprendre la sicilienne, on a souvent dit que E4 était une cible privilégiée pour les noirs. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Dame E2, dame B7 attaque le pion E4, cavalier C2 pour défendre le pion. Sans doute fallait-il jouer de façon un peu plus dynamique, un peu plus punchy, on va dire, avec E5, provoquer quelques échanges avec les blancs et arriver dans une structure telle que celle-ci, dans laquelle, il est probable que la position soit équilibrée. Ouais, il aurait pu, ouais. Mais bon, il a préféré jouer passif. C'est un peu bizarre.
Il a fait un début passif, il a essayé de s'activer un peu avec F4. Au moment où il peut prendre le dessus, il le fait pas, et ensuite il redevient passif. Enfin, on sent qu'il se cherche un peu avec les blancs, et il va le payer cher, puisque Petrosian va pas lui laisser de répit à partir de ce moment, et donc il commence l'attaque sur l'aile dame par B5. Coup thématique. Thématique, oui. Tour D2. Tour D2, tour C4, A3, A5. Donc on commence l'attaque de minorité sur l'aile dame. Et là, les blancs jouent cavalier E3. Ouais. Donc c'est la première position vraiment importante. C'est d'ailleurs peut-être la position que certains internautes connaissent. Vous pouvez croiser cette position dans les livres probablement. Mais on aime bien vous présenter comment ces positions célèbres sont apparues. Vous voyez que même si à partir du 19e coup, Petrosian a été exemplaire, encore une fois, tout n'était pas si clair avant et c'était intéressant. Ok, donc Romu, dans cette position, comment ça se passe dans la tête de Petrosian? Comment est-ce qu'il prend sa décision? Il dit que sa tour est attaquée et comme il s'appelle Petrosian, il va la donner. Et non, mais plus sérieusement, évidemment, la tour est attaquée et on voit que les blancs ont affaibli un peu leur roi avec le coup F4. Bon, on l'a dit tout à l'heure, il a tenté quelque chose d'un peu actif, mais c'était au prix d'un petit affaiblissement du roi. Et on voit que le pion E4 est dans le viseur des pièces noires, par la tour C4, le fou B7, le fou C6 pardon, et la dame B7. Et donc, il a certainement pas envie de reculer la tour en C5, c'est un peu mollasson. Et donc, naturellement, on envisage le sacrifice tour prend E4. Alors, derrière, c'est ce qu'il a joué, bien sûr. Derrière ce sacrifice, maintenant, les Noirs obtiennent des compensations qui sont liées à l'affaiblissement des cases blanches, on vient de le dire, puisque le fou G2 a disparu. Le roi, en général, est assez faible, du fait donc, de la disparition du fou G2, mais aussi de l'avancée du pion F sur F4. Et on a la paire de fous avec les noirs en plus. Donc on sent que si le jeu s'ouvre encore un peu plus, la paire de fous va pouvoir exploiter l'affaiblissement du roi blanc. Et en contrepartie, les blancs n'ont pas spécialement de contre-jeu. Le cavalier E3 manque un peu de perspective. Et même les pièces lourdes, on voit pas trop. Bon, elles sont placées en 1 et D1 les tours, enfin 1 et D2 pardon, mais il n'y a pas vraiment de contre-jeu sur ces colonnes. Oui, d'ailleurs ça, si on souhaite sacrifier la qualité, c'est évidemment l'un des éléments à prendre en compte, puisque notre adversaire va avoir 2 pièces lourdes, ou en tout cas une pièce lourde de plus que nous. S'il y a trop de colonnes ouvertes ou de colonnes semi-ouvertes utilisables, il est probable que ça se voit énormément que l'adversaire a cette pièce lourde supplémentaire. Là, dans cette position, il y a quand même encore beaucoup de pions sur l'échiquier. Aucune colonne n'est totalement ouverte. Et on sent qu'il est bien plus facile, ou qu'il est probablement bien plus facile d'exploiter les diagonales ouvertes plutôt que les colonnes ouvertes. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de cette partie, les tours blanches vont être inférieures aux fous noirs. Donc, quand on sacrifie la qualité, Romu, on peut s'appuyer parfois sur du calcul concret, mais pour ce qu'on appelle le sacrifice positionnel, on va plutôt s'appuyer sur du jugement et sur de la compréhension. Oui, c'est un sacrifice à long terme, il n'y a pas d'effet immédiat. Alors, on a un pion pour la qualité et l'affaiblissement des cases blanches et l'affaiblissement du roi. Et donc, du coup, on va essayer de travailler sur ces affaiblissements et d'essayer de les exploiter. Et en prévenant le contre-jeu de l'adversaire, donc en évitant l'ouverture des colonnes, notamment, comme tu viens de le dire, pour que les pièces lourdes blanches ne puissent pas entrer en jeu et compromettre un peu nos projets. Ok, alors je me fais le porte-parole probablement de certains internautes. Puisqu'on a sacrifié, est-ce que maintenant on doit se dépêcher d'attaquer? Non, justement non. Bon, bien sûr, si on peut gagner en un coup, on ne va pas se gêner, mais normalement, comme on l'a dit, ce sont des avantages à long terme. Le roi est faible de manière éternelle, les cases blanches aussi. Donc, pour les noirs, il va s'agir juste d'accentuer ce contrôle des cases blanches et de mobiliser un maximum de pièces pour essayer d'exploiter le roi qui est faible. Mais il ne faut pas nécessairement se presser, il faut consolider sa position tout en prévenant le contre-jeu de l'adversaire.
Ouais. Donc, Très il important faut à faire des comprendre. choses, mais il faut le faire de manière réfléchie, calme et patiente. Exactement. Bon, très bonne réponse. Merci, coach. Merci. Allez, on continue. Donc, cavalier C2 attaque le fou, qui a été brillamment défendu par le champion du monde. Évidemment, ce coup n'est pas destiné qu'à la seule défense du fou E4. On souhaite aussi exploiter la fameuse diagonale dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est-à-dire la diagonale noire. Et forcément, quand on trace ces deux flèches, on comprend bien qu'il y a une pièce qui ne se sent pas très à l'aise, c'est le roi sur G1. Donc, Troianescu joue cavalier D4 pour essayer d'améliorer un petit peu la position de ses pièces. Ça attaque accessoirement le pion B5, alors ça tombe bien parce qu'on avait prévu de jouer B4. C'est une sorte d'attaque de minorité. Alors, ça pourrait sembler un petit peu contraire à ce qu'on vient juste d'expliquer, Romu. Donc une nouvelle fois, je me fais le porte-parole des followers. On vient de dire qu'on était content avec les noirs qu'il n'y ait pas trop de colonnes ouvertes, et puis finalement c'est nous qui proposons par ce levier l'ouverture des colonnes. Alors on est un peu schizophrène là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une question de compromis. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose avec les noirs. Et l'idée de B4, c'est de déstabiliser un peu le cavalier D4, qui est solidement ancré au centre et qui essaye de bloquer un peu la position. Et donc, on a dit qu'on avait la paire de fous quand même. Donc, quand on a la paire de fous, en général, il est de bon goût d'essayer d'ouvrir la position. Et donc, en jouant B4, on va éliminer le pion C3. Donc, par la même occasion, déstabiliser le cavalier D4, et on va essayer donc de travailler un peu sur les cases noires, avec le fou G7 bien évidemment, mais aussi avec la dame, voire même avec la tour, puisque la tour peut aussi s'emparer de la colonne C. On a quand même une tour, on a parlé des tours blanches, mais la tour noire a le droit de s'exprimer aussi, et par C8, elle peut s'activer, après par C4 éventuellement, pour taper sur ce fameux cavalier D4. Exact. Ok, donc Troianescu essaie de prendre sa chance de trouver enfin du contre-jeu. Il prend du pion C afin de se créer un pion passé éloigné. C'est pas si idiot. Voilà, défendre passivement, on sait que c'est souvent voué à l'échec. Donc il essaie de trouver un argument à mettre dans la balance face à l'activité de son adversaire. Alors comme tu nous l'as décrit, maintenant que le pion C3 a disparu, le cavalier D4 devient instable. Donc Petrosian joue Dame A7. Qui a pour but d'attaquer la diagonale qui mène jusqu'au roi blanc, mais certains pourraient se dire ça tombe bien, ça attaque aussi le pion A4, et du coup c'est une double attaque. Alors qu'est-ce qui fait que après Dame F2, Petrosian ne se soit pas contenté de ramasser ce pion A4, dont on vient de dire que c'est un élément de contre-jeu de l'adversaire? Il faut toujours avant de prendre des pions, en tout cas de s'éparpiller un peu du droit chemin, j'ai envie de dire, puisque on vient de dire que les noirs veulent taper plutôt sur le cavalier D4 et sur les cases noires. Bien sûr, il y a un pion qui traîne, on regarde si on peut le capturer, mais il faut toujours veiller à la tactique. Et après Dame prend A4, il y a des signaux quand même qui sont assez forts, notamment la tour D8 qui est dans le viseur de la tour D2. Alors bien sûr, il y a du monde au milieu, mais ça peut vite se dégager, la colonne peut vite s'ouvrir, et il y a une jolie tactique qui commence par cavalier prend E6. Donc on enlève le cavalier de la colonne D pour libérer justement l'action de la tour D2, et maintenant on se rend compte que le pion D5 se retrouve cloué, et une pièce clouée est un très mauvais défenseur, et comme le pion D5 avait comme mission de défendre le fou E4, maintenant le fou E4 se retrouve en danger, par effet domino, et donc après tour prend E4, les blancs gagnent du matériel, et là ça devient critique pour les noirs. Ouais, extrêmement critique parce qu'on a perdu un de nos atouts principaux sous la forme du fou, mais aussi la position est en train de s'ouvrir, très probablement au bénéfice des pièces lourdes. On voit quelques faiblesses apparaître en G6, en E6, et les tours blanches ne vont pas être aussi spectatrices que dans la partie, donc voilà comment la gourmandise parfois peut coûter extrêmement cher. Donc Petrosian ne quitte pas son objectif, le plan général qu'il s'est fixé, et il joue ici le coup très intelligent tour C8. Alors d'une part c'est un coup préventif, puisqu'on a dit tu viens de nous prouver qu'on avait des problèmes avec cette tour qui n'était pas défendue.
par la même occasion, on active notre tour en espérant, pourquoi pas, la faire entrer sur C4 et presser le cavalier D4. Mais c'est aussi un coup de prophylaxie, puisque maintenant qu'une colonne s'est ouverte, c'est valable pour les deux joueurs, les blancs avaient l'espoir de venir exploiter cette colonne pour enfin réveiller leur tour, par exemple par tour C1. Donc vraiment, ce coup tour C8 est très riche. C'est à la fois de la protection préventive contre de la tactique, de la prévention pour éviter l'activation des pièces adverses, mais aussi ça bénéficie à notre propre plan. Donc c'est vraiment un coup extrêmement riche, et on comprend bien qu'aller gratter le pion A4, qui finalement n'a pas tant d'importance que ça, ou continuer notre plan, eh bien, il n'y a pas photo, il faut continuer notre plan. Parfait. Donc après tour C8, les noirs ont choisi le coup B3, qu'est-ce que t'en penses, Romain? On a été coupé un petit peu, c'est pas très grave. Ouais. Ça y est, t'es revenu parmi nous. Donc je venais juste de te poser la question, qu'est-ce qui se passe après le coup B3? Alors, après le coup B3, donc effectivement, tu empêches tour C4, ouais. Mais les noirs peuvent simplement continuer leur plan et activer le fou F8, le fou G7 pardon, par la case F8 justement, en jouant fou F8. Donc l'idée est bien sûr de jouer fou C5 et d'accentuer la pression sur la diagonale A7 G1. Et donc dans la partie, il a senti que ça commençait à être problématique. Il a joué cavalier B5 avec les blancs. Donc il propose l'échange des dames, c'est une technique de défense très connue, on l'a souvent évoqué sur cette chaîne. Lorsque le roi est faible, celui dont le roi est faible doit chercher l'échange des dames pour qu'il y ait moins de chances de réussite de l'attaque adverse. Évidemment, Petrosian a refusé l'échange des dames par dame A6. Et maintenant, dame E2. Ok, dame B6 échec. Alors on est en train de se dire qu'ils jouent au chat et la souris tous les deux, et pourtant Troianescu ne propose pas l'échange des dames ici, parce que la grande nuance, c'est que tout à l'heure la dame était sur A7 attaquée par le cavalier, désormais elle est sur B6 où elle n'est plus attaquée que par la dame blanche, et donc ça signifie qu'on pourrait tranquillement jouer fou C5, et les blancs vont devoir reculer, notamment avec cavalier D4, ce genre de choses. Après quoi, la pression serait énorme sur ce cavalier D4, il serait cloué et attaqué de nombreuses fois. Et comme on le sait, une pièce clouée doit être attaquée, et donc ici, après F6, on pourrait préparer tranquillement E5, et on voit vraiment pas comment les blancs pourraient sauver une telle partie. Ok, donc Troianescu décide de jouer le coup roi F1, et finalement, cette position remue, c'est un peu le clou du spectacle, et c'est probablement pour cette position qu'on a choisi de présenter cette partie. Oui, effectivement, parce que là, on n'a aucun doute sur le fait que les noirs soient mieux dans cette position, mais encore faut-il percer la défense. Et là, Petrosian ne serait pas Petrosian s'il ne sacrifiait pas la qualité dès que l'occasion se présente. Et c'est ce qu'il a fait pour la deuxième fois de la partie. Il a joué le coup tour C3. Bon, vraiment étonnant. Quelles sont les idées de ce sacrifice cette fois-ci? Bon, l'idée, déjà, il attaque le pion B3 si les blancs ne font rien. Il y a aussi la case F3 qui peut être intéressante. La case D3, si jamais la tour D2 part, il y aurait une petite enfilade avec fou D3. Et donc, il force plus ou moins les blancs à capturer cette tour. On peut pas la tolérer. Et après, cavalier prend, pion prend. On voit que le pion C3 devient extrêmement fort. Il va être soutenu par les deux fous. Le fou E4 est puissamment installé et soutenu. Et le fou F8 peut venir sur la case C5, sur la case B4, sur la case même A3 pour empêcher la tour de venir sur C1 et bloquer le pion. Et le pion D peut aussi s'avancer pour soutenir son copain sur la colonne C. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure que lorsqu'on sacrifie la qualité, il faut éviter que l'adversaire ait des colonnes ouvertes. Là, on voit bien que les tours sont complètement impuissantes. Toutes les colonnes sont fermées et les deux fous prennent énormément de cases aux pièces lourdes blanches. Et plus combiné avec l'avancée des pions, les blancs vont avoir bien du mal à lutter. Ouais, on pourrait s'appuyer d'ailleurs sur ce qu'on apprend parfois aux enfants ou aux débutants, c'est que
Une tour au début de la partie vaut à peu près 5 points, un fou vaut à peu près 3 points, mais cette valeur, elle est toute relative, elle n'est pas figée dans le marbre, et ça signifie qu'au cours d'une partie, une tour tout à coup peut valoir bien moins qu'un pion, et au contraire, un fou peut devenir bien plus important, même parfois qu'une dame. Et ici, on est tout à fait dans ce cas de figure où les tours blanches sont spectatrices et ne valent pas grand-chose, alors que les fous sont vraiment quasiment au maximum de leurs possibilités, de leurs capacités, et en plus, ils peuvent travailler dans la même direction, puisqu'ils vont tous les deux soit chercher à attaquer vers le roi blanc, avec le soutien de la dame évidemment, soit chercher à faire avancer encore plus loin les pions passés. Donc voilà, maximum d'activité pour les noirs, maximum de passivité pour les blancs, il n'y a pas photo, très clairement ici, du point de vue du matériel, sur le papier les blancs sont mieux, mais du point de vue de la position, très clairement ce sont les noirs qui sont mieux. Alors, pour un joueur du niveau de Petrosian, gagner ce type de choses, c'est relativement trivial. On va quand même regarder la partie jusqu'au bout, je pense. Oui, bien sûr. Donc les blancs ont joué tour C2, donc il essaye de bloquer un peu l'avancée de ses pions. Et bien sûr, on n'est pas obligé de capturer la tour immédiatement. Ouais. Et d'ailleurs, parce que Petrosian ne l'a pas prise, il a joué dame prend B3. Donc à faire, il prend un pion en attaquant la tour et en attaquant aussi le pion A4. Mm-hmm. Donc petit à petit, l'écart matériel se réduit, et tout en maintenant l'initiative, ce qui est très important. Et, donc notre ami Troianescu a joué tour C1, donc attaque le pion C3, fou B4. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, le pion C3 est soutenu par les fous. Là, les blancs ont tenté G4. Bon, il essaie de s'activer parce que ces pièces lourdes sont contraintes de veiller à contenir les assauts des pièces noires sur l'aile dame. Donc là, c'est un peu désespéré, quoi. Il tente, pourquoi pas, d'ouvrir le roi noir, enfin le roc noir plutôt, pour un vague espoir de contre-jeu ou de perpétuel, quelque chose comme ça, mais ça ressemble à du désespoir quand même, non ? Ouais, complètement. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de bons conseils à lui donner, la position est juste désespérée. Donc là, Petrosian a jugé que c'était le moment de ramasser un peu du matériel, et donc il a pris la tour en C2. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs, le moment où il choisit fou prend C2, c'est le moment où les blancs jouent G4. C'est pas du tout anodin. Le défaut du coup G4, comme tu aimes nous le dire souvent, un coup a souvent un avantage et un désavantage. L'avantage du coup G4, c'est de pouvoir préparer F5. En revanche, il n'est plus sur G3 pour protéger F4. Et c'est justement l'argument qui a fait penser à Petrosian que c'était le bon moment pour prendre sur C2, puisque désormais, dame prend C2 pour essayer d'entrer dans une finale dans laquelle le pion A ferait vaguement du contre-jeu, ne fonctionnerait pas à cause de dame C4, échec, qui en même temps vient profiter du pion F4, et probablement en plus derrière on va ramasser G4, et là ce serait les All Blacks, quoi, hein. Il y aurait des pions de partout, et ce serait terrible, impossible d'arrêter une telle armada. Donc on voit l'intelligence de ces joueurs qui sont sans cesse en train de faire attention à ce que vient de jouer leur adversaire, non seulement pour prévenir une éventuelle menace, mais aussi pour profiter du moindre inconvénient, et ils sont toujours dans le bon timing finalement. Ouais. Un peu comme toi, Romu. Hein. Pas vraiment. En tout cas, ils font beaucoup mieux que moi. Et donc après, fou prend C2, tort prend C2, dame prend A4, donc on ramasse encore un pion. Donc là, les noirs ont 3 pions pour la qualité, ce qui est beaucoup trop. Bon, il fait F5, Desperado, E prend F5, G prend F5, et G5. Voilà, on n'est pas trop gourmand, hein. On ne va pas ramasser un pion comme ça et se retrouver avec au moins 3 pions faibles, plus un roi un petit peu exposé. Voilà, pas besoin de la gourmandise dans cette position. On joue G5, le roi est toujours bien caché, on va dire. Et ici, après H4, c'est quasiment d'ailleurs la seule variante tactique de la partie. Petrosian joue fou C5, ce qui pourrait sembler donner le pion C3. Oui, mais en fait, le pion C3 est défendu indirectement, de manière tactique. Après tour prend C3, il y aurait dame A1 échec. Donc dame A1 est forcé pour défendre la tour. Et là, on échange la dame, et ensuite on revient en B4 avec le fou. Et sur roi D2, on ferait D4 qui ramasse
la tour et qui reste avec une pièce de plus, quoi. Donc comme bien souvent, celui qui a mieux géré la stratégie se retrouve récompensé par la tactique, entre guillemets. Ouais. Ok, donc bien entendu, l'idée de Petrosian, c'est pas seulement de tendre un piège à son adversaire, hein, c'est quand même un très bon joueur, Troianescu. Et donc l'idée de fou C5 ici, c'est de redonner de la vie le long de la quatrième à la dame pour qu'elle puisse venir faire échec en F4, attaquer le pion H. Bref, rien ne va chez les blancs, le pion F5 pourrait tomber après dame F4 échec. Donc c'est une autre façon de chercher à finir la partie. Les blancs ont choisi H prend G5, après quoi dame F4, comme on l'a dit, c'était à l'agenda. Roi E1, dame G3 échec. Les blancs n'ont pas le choix, ils doivent aller sur D1 dans la mesure où leur roi reste dans une zone dangereuse. Hein. Après roi F1, on ferait mat par dame G1. Et après roi D1, dame G1 échec, Petrosian transforme son avantage pour aller le concrétiser dans une finale vraiment triviale et facile à gagner pour un joueur de son calibre. Bien sûr, tour prend C3 n'est pas possible à cause du clouage dont on a déjà parlé par fou B4. Et après roi E2, le petit coup fou D4 qui va bien. Évidemment, on pourrait être tenté de jouer D4 Romu pour relier nos pions passés, mais peut-être que ça permettrait de gagner, mais ce serait joué bizarrement, on va dire. Ouais, parce que le fou C5 se retrouve un peu coupé. Et les blancs peuvent bloquer par roi D3 éventuellement. Et ça doit certainement gagner, mais ça demande un peu plus de précision. Notamment parce que le fou C5 va devoir être réactivé. Dans la partie, il a choisi fou D4 parce que justement, le fou D4 rayonne. Il défend le pion C3, mais il a aussi un œil sur l'aile roi. Et tour A2, roi G7. Et d'ailleurs, c'est quand on arrive dans cette position qu'on comprend tout. Le fou est juste parfait, il fait des choses des deux côtés. Le pion D5 permet d'avoir un contrôle aussi des cases blanches afin de ne pas permettre aux blancs de s'emparer de ces lignes-là. On coupe en quelque sorte le roi sur la case D3. Bref, même dans des positions qui semblent gagner facilement, il faut faire preuve de technique et il ne faut pas se précipiter. Donc après tour A5, les blancs s'en prennent à ce pion-là, mais on va pouvoir se venger sur le pion F. On a toujours nos 3 pions de plus, enfin nos 3 pions pour la qualité on va dire, et désormais pour les blancs il est impossible d'arrêter tout le monde. Donc voilà, on montre en accéléré les coups, le coup F6 qui permet de stabiliser toute la position, notamment le fou, et en finale on active le roi, ça c'est pas un scoop. Voilà, tour C4 échec, roi G3, roi E4, pion G4. Les noirs menacent tout simplement de mettre leur roi sur F2 et de courir jusqu'à la promotion. Troianescu a préféré abandonner ici. S'il avait voulu continuer par le coup, par exemple, roi F5, je vais y arriver. Ici, on a probablement différentes façons de gagner. On peut penser à roi F3 ou roi F2 d'ailleurs. Et en cas de la prise ici sur G4, le roi a réussi finalement à se faufiler jusqu'à l'aile dame. Il va venir aider son pion avec le soutien du fou. Et certes, les blancs pourraient rendre leur tour sur la future dame, mais il restera toujours ce pion sur F6 qui est définitivement soutenu par le fou F5. Ok, donc Romu, une très belle partie de Petrosian dans laquelle on constate son amour du sacrifice de qualité. Alors évidemment, c'est pas la partie la plus célèbre, mais voilà, un double sacrifice de qualité positionnelle, face à un excellent joueur comme Troianescu, c'est quand même une performance assez remarquable. Oui, clairement, c'est sa marque de fabrique évidemment, mais on voit grâce à ces deux sacrifices de qualité que, en général, l'idée étant d'avoir des avantages, d'obtenir des avantages à long terme, et donc de ne pas se précipiter, de consolider la position comme on l'a déjà dit. Là, on a vu que c'était lié à l'affaiblissement des cases blanches et du roi adverse, et donc c'est ce qui l'a motivé à sacrifier la première qualité. Et la deuxième, lorsqu'il a fait tour C3, l'idée était de se fabriquer un pion C extrêmement fort et puissant et de rendre complètement immobile les tours adverses. Parce que ça aussi, on l'a répété durant la vidéo, c'est très important lorsqu'on sacrifie une qualité d'éviter que les tours restantes, les tours adverses,
possèdent des colonnes ouvertes et puissent s'exprimer et nous poser des problèmes dans la réalisation de notre avantage. Donc c'est ce qu'il s'est efforcé de faire avec les deux fous et les pions, le raz-de-marée qui s'est avancé au centre et soutenu par les fous. C'était juste injouable pour les blancs. Exactement. Eh bien, on vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. On espère que vous avez découvert une partie intéressante. Si vous ne la connaissiez pas, vous aurez probablement pris si vous la connaissiez, vous aurez probablement pris du plaisir à la revoir. On vous dit à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à liker nos vidéos si elles vous plaisent évidemment, mais aussi à partager auprès de vos amis notre travail pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux sur cette chaîne à s'entraîner et à s'entraider justement à progresser. On vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.